Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre enregistré à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Lors de ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec la commissaire d'exposition et directrice artistique du projet Mycélium à la galerie Huberty&Brain, Amélie Payan. Bonne écoute. Alors, pour nos auditeurs et auditrices, Amélie, en quelques mots, tu es directrice artistique et commissaire d'exposition. Après avoir étudié l'art et la littérature anglaise, tu travailles plusieurs années au sein d'une galerie spécialisée en art graphique, dont je n'ai pas le nom, mais dont on parlera sans doute tout à l'heure. En 2022, tu as lancé l'exposition collective Vert et Or, effets secondaires, à la médiathèque Françoise Sagan, invitant plus de 40 artistes à utiliser des boîtes d'antidépresseurs comme principal support de création. Aujourd'hui, tu collabores avec la galerie Huberty&Brain pour développer des expositions mettant en avant la bande dessinée, le dessin, l'illustration, affirmant ainsi ces formes artistiques hybrides entre le monde du livre et de l'art. On peut dire aussi que cette invitation suit l'interview qu'on a fait de Cornelia Eichhorn, qui avait un duo show dans ta galerie il y a deux mois, un truc comme ça. Ouais, même pas, il y a 3 semaines. Ouais, tout à fait. La bio est correcte. Parfait. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure de l'entretien, on reviendra peut-être sur certains passages. La première question classique, c'est de repartir un peu à travers les études avec une question simple, c'est quand tu fais les études que tu as réalisées, est-ce que tu sais déjà ce que t'en attends? Est-ce que tu sais déjà que tu veux travailler un peu dans le domaine artistique du commissariat, dans le monde des galeries, ou est-ce que c'est une découverte qui se fait au fur et à mesure, et quelle importance ont eu ces formations finalement dans l'arrivée dans le monde professionnel qui est le tien aujourd'hui? Alors non, au début, je ne sais pas. Dans mon parcours scolaire, j'ai toujours eu du mal à choisir, donc j'ai fait un petit peu un parcours un peu zigzag. Je retrouve la cohérence maintenant avec le recul. Mais d'abord, comme je ne savais pas choisir ce que je voulais faire, j'ai fait Hippocagne-Cagne pour continuer à faire plein de matières. Je me destinais à l'enseignement. J'ai fait un master d'anglais. Et puis, je suis partie à Londres où j'ai enseigné le français dans un lycée anglais, donc à des étudiants qui avaient 2 ans de moins que moi. Et du coup, j'avais programme libre parce que l'enseignement du français, il y a peu d'élèves qui continuent le français en Angleterre parce que ça reste quelque chose de marginal. Ça à la fac, en gros. Au lycée, j'avais des premières terminales. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, je me rendais compte que ce que j'aimais leur enseigner, c'était toujours lié à l'art, la culture. Et au bout de ces 2 ans, je me suis rendu compte que l'enseignement des langues en France, c'était pas vraiment ce vers quoi j'aspirais. Donc, j'ai décidé de revenir en France et puis de faire un master conception et mise en œuvre de projets culturels. Donc, un très long titre qui était, c'est un master qui était vraiment axé sur l'esthétique de la réception, la scénographie, la mise en place de projets, le développement des publics. C'est quelque chose qui se rapproche de médiation culturelle qu'on avait? Il y avait de la médiation culturelle, entre autres choses dedans. Et comment ça se passe quand tu finis ça? Qu'est-ce qui t'amène à ce que tu fais aujourd'hui, en fait? C'est quoi le chemin? C'est un chemin. Alors, quand je suis dans ce cursus-là, les projets que je fais, mais dans le cadre vraiment des études, des rendus de dossiers et autres, il y a déjà une attirance pour la bande dessinée ou pour le livre. Mais mes expériences après mon master, c'est plutôt art contemporain. Donc j'ai travaillé en médiation culturelle sur 2 éditions de Monumentar avec Anish Kapoor, Daniel Buren. Et puis après, je vais de contrats assez courts, sur des événements courts. Donc j'ai travaillé sur le nouveau festival ici même. Pareil, très intéressant puisque la thématique c'était la littérature, l'art.
et à la Galerie des Enfants, toujours ici, et puis au Musée en Herbe. Donc voilà, très axé médiation culturelle. Et ces expériences étaient donc plutôt courtes, donc sur des événements à durée limitée. Et ma première expérience ensuite en galerie, c'était tout nouveau puisque j'avais jamais travaillé dans le privé. Donc, c'était toujours dans un cadre muséal. Ok. Et donc ça, c'est la galerie avant d'arriver chez Huberti et Brain, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai passé presque 10 ans à la galerie Martel. Donc je suis rentrée du coup en 2013. Ok. Et aujourd'hui, tu veux nous parler un peu du projet que tu développes dans les murs de la galerie aujourd'hui? Oui, alors je suis rentrée, j'ai rejoint la famille Huberti et Brain il y a un peu plus d'un an maintenant. Peut-être qu'on pourrait dire 2 mots sur Huberti et Brain parce que c'est quand même balèze, enfin c'est une machine un peu balèze. Oui, il y a 2 galeries à Paris, 2 galeries à Paris. Et une à Bruxelles. Oui, tout à fait. Et dans les artistes représentés, il y a de Claire Bretéché à Cornelia finalement. Donc quand même le champ est très très large. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Huberti? C'est un peu une institution, enfin dans le monde de la bande dessinée, c'est un des pionniers dans l'exposition de planches de bande dessinée. Et Alain Huberti est venu me rencontrer parce que lui, il commence ça fait plusieurs années qu'il a cette envie à la fois de défendre vraiment le patrimonial. Donc là récemment, ils ont fait une énorme expo de Maurice, des planches de Lucky Luke à Bruxelles. Donc il y a à la fois ce côté vraiment patrimonial et puis avec cette volonté aussi d'ouvrir vers d'autres champs que la bande dessinée, faire des passerelles. Et c'est ce qu'il fait notamment en exposant Gilles Barbier récemment qu'il a présenté à Art Paris. Et c'est dans ce contexte un petit peu là d'ouverture, de volonté aussi de renouvellement et de montrer différents pans de la bande dessinée que Alain Huberti m'a proposé de rejoindre l'équipe et d'offrir une place à la programmation de Mycélium que voilà, je dirige au sein de la galerie. Comment tu peux la décrire, cette programmation, cette ligne éditoriale? C'est quoi Mycélium? Alors Mycélium, déjà le nom, c'était, voilà, j'avais envie de parler de ces petites ramifications. C'est les ifs qui font que tout est un peu lié et qu'il y a des connexions très fortes en fait dans l'art polymorphique de la bande dessinée. Et cette envie d'exposer à la fois de la bande dessinée donc contemporaine, donc plutôt lignée édition indépendante, et aussi d'ouvrir à d'autres formes. Enfin voilà, quand j'expose Cornelia, c'est quelqu'un qui vient pas de la bande dessinée, mais néanmoins il y a toujours ce rapport au texte ou à l'image séquentielle ou sérielle. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée que je veux défendre dans Mycélium. C'est le dessin narratif dans toutes ses formes. D'accord. Là, ça fait combien de temps que c'est mis en place avec Huberti Brain? J'ai commencé en avril de l'année dernière, mais alors j'ai commencé dans l'Art Galerie Avenue Matignon. J'étais sur la mezzanine. Ce qui était un lieu qui m'allait très bien pour donner naissance à ce projet, puisque voilà, c'était quand même un petit cocon. Et puis depuis décembre, en fait, je suis au 19 rue Chapon pour développer le projet avec un espace beaucoup plus grand, puisqu'on a 63 mètres carrés et on bénéficie vraiment du voisinage de galerie qui fait que c'est un endroit dynamique. Et c'est quoi les objectifs là pour vous? C'est quoi l'idée? C'est de vendre les artistes, de les présenter, d'être présenté, parce que Huberti Brain fait des foires, ouais. Mais pas est-ce que Mycélium va faire partie des foires? Est-ce que
Mycelium, c'est le nom de la programmation, mais en fait, c'est Hubert Ibren. Donc, oui, non, mais. Ouais. Est-ce que du coup, la programmation Mycelium va faire partie, par exemple, d'Art Paris ou de Droguenard? Il pourra y avoir, oui, bien sûr. Il y a pas, l'idée, c'est pas de cloisonner les choses. C'est, voilà, c'était plus d'identifier le nom du projet au début, qu'il n'y avait pas de lieu vraiment défini. Mais oui, il y a tout à fait une porosité possible et des dialogues envisageables. Ouais, et cherché, j'imagine, par les artistes aussi. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter comment apparaît un sujet de travail pour toi? Comment tu fais pour rencontrer des nouveaux boulots et à quel moment ça t'intéresse? Pourquoi tu les choisis? Pourquoi t'as choisi le travail de Cornelia? Ou comment ça se construit? Quelles sont un peu les différentes étapes? Oui, alors il y a pas une recette générale, mais on va dire que je garde l'œil ouvert en permanence. Moi, j'essaye de j'ai un lien très fort avec le livre, donc je suis aussi beaucoup des maisons d'édition dont j'aime le travail. J'essaye de me tenir au courant des nouvelles sorties, de l'actualité. Je passe beaucoup de temps aussi à suivre beaucoup de comptes sur Instagram, à aller à des vernissages, même si là dernièrement j'avoue que j'ai un petit peu levé le pied, bien occupée par mes projets, mais voilà, j'essaye en tout cas de garder l'œil ouvert sur ce qui se fait ailleurs, sur ce qui s'édite, sur certains salons aussi. Notamment, il y a des très bons salons de bande dessinée, dessins que je suis de près. Et les différentes phases de travail, du coup, une fois que t'as rencontré le boulot d'une artiste ou d'un artiste? Ouais. Alors, une fois que j'ai rencontré le travail d'un artiste, c'est voilà, une rencontre, ce qui est le moment un peu crucial et important. Moi, j'aime pas trop être la galeriste qui va piocher dans l'existant et puis voilà, faire un peu un best-of du travail de l'artiste. J'aime bien quand il y a un échange, un dialogue. Donc ça met du temps en fait. C'est assez rare que je découvre un artiste et qu'on se dise allez, dans 2 mois on fait une expo. Ça met du temps, il y a beaucoup d'échanges. J'aime bien quand il y a quelque chose qui se construit aussi, des idées qui fusent et qui mènent à autre chose. Donc c'est prendre le temps d'aller voir les artistes dans leur atelier. J'adore ça. Je suis un peu une fouineuse d'atelier parce que c'est là que, en voyant un brouillon, un objet posé, il y a des idées, des connexions, ou un bouquin dans la bibliothèque. Et donc voilà, c'est plus de l'échange, de la construction, un rapport de confiance et d'entente. La relation est importante, le rapport humain. Ouais, pour moi c'est primordial et j'ai ce luxe-là. Au sein de la galerie Hubert Ibren, en étant directrice artistique, c'est que je peux avoir le luxe de travailler avec qui je veux. Et donc pour moi, c'est mais parce que pour moi, dans l'art, c'est des rencontres et des échanges de sensibilité. Donc ce pan-là, pour moi, il est crucial et il faut un rapport de confiance, d'envie, en fait, des 2 côtés. Et de connexion assez forte. Et voilà, c'est ce que j'essaye d'avoir, en tout cas avec mes artistes. Enfin, moi, je vois ça comme la constitution d'une famille, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire. J'en ai fait un avec Cornelia et Louise Dunton, un duo show. Mais j'envisage aussi de faire des expos collectives. Enfin, j'aime bien présenter les différents membres de ma famille, les faire travailler ensemble. Mais c'est ça. On sent que, comme tu disais, tu ne sens pas trop de faire juste une collection best-of et de piocher dans l'existant, mais de plus être à l'initiative aussi de nouvelles propositions, d'être en tout cas à l'agitation aussi d'une matière créative chez les artistes et les différents artistes que tu mettrais ensemble, etc., dans le cadre de ce projet. Ouais, tout à fait. Et puis, parce que justement, la comparaison avec le best-of, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu au bout de mes 10 ans d'expérience précédente. Je me suis beaucoup questionnée. J'ai passé un été vraiment à me dire, est-ce que ça fait sens d'exposer la bande dessinée? Je faisais le constat que je venais de ce métier par amour du livre et que j'avais pas envie de disséquer des livres. J'avais envie de
rendre hommage à ces artistes qui sont à la fois auteurs, dessinateurs, autrices, dessinatrices. Donc de pas négliger le côté narratif. Donc ça a suscité des questions. J'ai pas de réponse à comment on présente ce pan-là artistiquement, mais en tout cas, je pense que par des confrontations artistiques ou raconter quelque chose d'autre, ou faire des événements, ce que j'essaye de faire aussi à la galerie, on travaille là-dessus avec les artistes. Parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur le duo show, du coup. J'ai oublié le nom de la... Louise Duneton. Louise Duneton, tout à fait. Comment t'as construit ça? Parce que tu leur as demandé de faire des pièces ensemble, ou en tout cas de ce show à deux. Il y a des pièces qui sont sorties, qui étaient des collaborations vraiment à quatre mains. Enfin, des pièces à quatre mains. Est-ce que c'est quelque chose que tu as encouragé? Est-ce que ça te fait pas flipper aussi de... Enfin, je veux dire, c'est quand même... c'est pas rien de dire que sur 3 murs, on sait pas ce qu'il y aura, et puis ça se trouve, ça... Ouais, tout est un peu flippant quand on pense une expo, et moi j'aime ce côté aussi, justement, voilà, où je viens pas piocher. Il y a aussi de la création, il y a une part d'inattendu, il y a des choses un peu déroutantes. Et là, pour le duo show Louise Duneton, Cornelia Echorn, ça s'est passé. Alors moi, j'avais travaillé avec je les avais rencontrées, j'avais travaillé avec elles sur l'expo collective Vert et Or, là, dont tu parlais en intro. Mais là aussi, il était question d'une invitation, finalement. Ouais. Mais là, elles s'étaient croisées, elles se connaissaient pas, et en fait, j'aime beaucoup leur travail à toutes les deux, et le premier moment un peu de flip, c'est quand je me retrouve avec Louise et qu'elle me parle de ce sur quoi elle est en train de travailler. Là, dans ma tête, je me dis mais ça pourrait. Il y avait toute la thématique de la peau, du corps. Et là, je me dis, mais je visualise quelque chose avec Cornelia. Donc, le premier moment de flip, c'est de dire à un ou une artiste, est-ce que tu aimerais travailler avec quelqu'un d'autre? Parce que parfois, il y a des égos. J'ai la chance dans ma famille artistique, ils sont plutôt ouverts à ce genre de propositions, mais parfois on peut peut-être heurter, ou voilà, ça peut ne pas marcher. Et puis le problème, c'est que quand la première, donc là Louise dit oui, est-ce que après Cornelia va accepter? Et pour le coup, ça a très très bien marché. Elles se sont rencontrées, et les œuvres à 4 mains. Alors peut-être que moi j'y serais peut-être venue, mais c'est Cornelia en fait qui a vraiment eu cette envie-là, et parce qu'elles avaient de la disponibilité pour ça. Enfin voilà, moi j'étais ravie. Et des fois ça marche pas. Pardon. Des fois ça marche pas, c'est-à-dire que ton intuition, tu fais tiens, tu rencontres 2 boulots, tu fais tiens. Finalement, c'est une intuition. C'est pas jusqu'à ce que les murs de la galerie voient arriver l'expo. On ne sait pas si c'est pas une mauvaise idée. Enfin, je caricature un peu. Ouais. Cette intuition-là, à quel moment tu te dis c'est bon, en fait non, ça va le faire? Comment tu fais pour pousser justement jusqu'à la proposition et comprendre que l'idée est bonne? Je pense que c'est dans les moments de rencontre et d'échange, en fait. On a beaucoup parlé, on a beaucoup... on est parti du concept de la peau, on est allé dans tous les sens à s'envoyer des références, et déjà en fait là on sent qu'il y a quelque chose quand il y a autant d'investissements, des 3 côtés en fait, surtout des artistes qui vont créer, mais en amont de la création. Ces échanges où elles sont réceptives à mes propositions de faire des événements, donc de se rendre disponible. Et puis après, la création, donc on le sent. Moi, j'ai senti que ça allait bien marcher, parce que c'est vraiment un dialogue entre les deux. C'est pas chacune travaille de son côté sur un sujet et puis on rend les copies à la fin. Ça a vraiment été dans la construction et l'échange et l'écoute de l'autre, des envies de l'autre, des besoins de l'autre. Pour les créations à 4 mains, en tout cas, c'est vraiment ça. C'est aussi des échanges de
techniques, de contraintes techniques pour les deux artistes. Donc on le sent avant que ça naisse sur les murs que ça peut marcher. Comment ça se passe tes semaines de travail? Du coup, tu es tout le temps à la galerie. Tu vas visiter des artistes, tu vas visiter des ateliers. Comment tu répartis ton temps? Tu voyages? Alors là, j'ai pas énormément voyagé parce que donc en une année, il y a eu quand même le lancement et l'arrivée chez Hubert Tibraine, puis le déménagement pour intégrer la rue Chapon en décembre. Donc c'était assez chargé, puisqu'il a fallu aussi que j'adapte mes expos à un espace qui était quand même beaucoup plus petit, à 63 mètres carrés. Donc c'est occuper l'espace différemment. Donc peu de voyages, mais mes semaines, elles sont toutes différentes. Enfin, c'est ce qui est intéressant dans ce métier, quoi. Je passe évidemment pas mal de temps à la galerie. C'est ton seul employeur? Ta seule source de revenus, c'est la galerie? Ouais. Tu fais pas à côté du conseil en collection privée? Tu fais pas de... Je le fais bénévolement, avec des artistes que je suis depuis longtemps, que je connais depuis longtemps, et qui sont des amis. Voilà. Mais non, ce travail m'occupe déjà pas mal de temps, donc et puis je jongle entre effectivement des moments de présence à la galerie et du travail de chez moi et de la visite d'ateliers d'artistes, des rendez-vous en extérieur. Voilà. C'est quoi? Du coup, tu es salarié de la galerie? Ouais, tout à fait. Et du coup, j'avais une question un peu pour revenir, parce que là, tu as beaucoup parlé du dialogue entre le projet Mycelium, Hubert Tibraine et les artistes que tu invitais, etc. La même question, mais sur le côté plus trivial, financier. Tout simplement, comment ça se passe? C'est-à-dire c'est-à-dire, est-ce que finalement les artistes font leur création et puis ils sont payés en cas de vente ou pas? Est-ce que tu as un rôle aussi de productrice quelque part? Et donc il y a des échanges d'argent. C'est le petit moment Élise Lucet de Marceau. Bah non, mais ça paraît trivial, mais en fait c'est très concret. C'est intéressant. Comment ça fonctionne, quoi? Alors pour moi, ça fonctionne. Effectivement, moi je fais pas de commandes et j'ai pas. En fait, on paye les artistes au moment des ventes. Au moment des ventes. Ouais. Uniquement. Ça serait rêvé de pouvoir. Il n'y a pas de prod, il n'y a pas d'accompagnement, j'en sais rien. Ah putain, les cadres, ça coûte cher, viens, je t'avance, on va les récupérer sur les ventes, des choses comme ça arrive jamais? Les cadres, ça coûte cher, mais les cadres, c'est nous. Enfin, c'est la galerie. Tiens, c'est intéressant. Ouais. Les cadres, c'est la galerie. C'est les cadres de la galerie ou c'est la galerie qui paye les cadres? C'est la galerie qui, dans la maison mère à Bruxelles, il y a un atelier d'encadrement et en fait, tout est encadré là-bas. Donc, on donne avant chaque expo un petit peu les consignes de la largeur du pass, etc. Et tout est encadré là-bas. Donc, nous, on reçoit les œuvres nues et tout est. Il y a un gros travail chez Hubert Tibraine d'inventaire. Donc, tout est numérisé, encadré là-bas à Bruxelles. D'accord, ok. Ça, c'est un peu à l'ancienne. Tu vois que c'était pas si trivial que ça comme question. Non, c'est plutôt un usage qui se fait plus trop. J'ai l'impression je sais pas trop. Effectivement, il y a plein de fonctionnements différents dans les galeries. Il y a parfois des artistes qui aussi tiennent à avoir leur cadre. Mais voilà. Enfin, là, l'exception, c'était Cornelia qui avait déjà elle des cadres. Enfin, sur certaines de ses œuvres. Mais sinon, en fait, non, tout est encadré par les soins de la galerie. Je pense que c'est important parce que c'est un budget énorme. Sinon, pour les artistes, effectivement. Bah oui, d'où la question de la production, finalement, parce que des fois, c'est la galerie qui peut avancer, des fois, c'est Fréna. Oui, tout à fait. Ou en tout cas, participer. Enfin, bref. Le petit moment Élise Lucet passé. Nous avons les chiffres, Madame Payan. Les chiffres ne mentent pas. Moi, j'avais une autre question. C'était en rebondissant sur
Tu disais, tu gardes tout le temps les yeux ouverts sur tout ce qui se fait, ce qui s'édite, ce qui circule, etc. C'est, comment toi tu te situes justement par rapport à tout ce que tu vois, par rapport à cette influence et à cette ère du temps en général? Est-ce que tu cherches à tout prix à t'en préserver? Est-ce que tu sens que des fois c'est quand même bien de savoir être en écho aussi, en résonance avec certains mouvements, certaines thématiques, certaines formes ou pas? Enfin, bref, comment tu navigues dans comment ta programmation navigue, comment tu gères ça? Alors c'est dur de naviguer en ce moment parce que surproduction de livres, et moi j'avoue qu'à une époque j'étais vraiment à l'affût de la nouveauté, et j'étais à peu près à jour dans mes lectures, enfin dans ce qui m'intéressait, hein. Mais là, on est effectivement dans une période où les nouveautés ont été multipliées par je sais plus combien, j'ai pas les chiffres là, mais il y a un vrai turnover hyper rapide en librairie, donc la durée de vie d'un livre a été considérablement réduite. Et du coup, c'est un petit peu difficile d'être à jour, de se tenir à jour, et puis de pas avoir le temps. Moi, je dis souvent que j'aime bien rencontrer un livre. C'est-à-dire, je le vois en librairie, il me fait de l'œil, et puis j'y pense, puis après, je le retrouve et je vais l'acheter, je vais prendre le temps de le lire. Là, il y a plus ça. Donc, c'est devenu un petit peu compliqué. Donc, il faut faire le tri, quoi. Faut faire le tri. Évidemment, on passe à côté de choses certainement intéressantes. Faut essayer de pas avoir ce sentiment d'être étouffé sous trop de nouveautés. Donc il y a des choses que je regarde vite, des choses que je regarde pas. On me dit de pas juger un livre à sa couverture, mais bon, c'est devenu compliqué d'avoir le temps de tout lire. Mais après, voilà, moi. La question de comment je choisis mes artistes, etc. Enfin, c'est un long chemin, quoi. Je les suis depuis longtemps. Ils ont publié ou non, mais voilà, je suis un petit peu ce qu'ils font. Il y a des artistes qui te contactent? Oui. Et c'est quel profil qui est vraiment, vraiment, vraiment à côté de la plaque? C'est-à-dire que ça sert à rien de venir te voir. Genre, si je suis photographe, est-ce que vraiment c'est nécessaire de venir te présenter mon travail? Voilà, ça sert à rien. Effectivement, à côté de la plaque, c'est exactement ça. C'est des gens qui viennent me voir en me disant mais je fais de la sculpture, qui ont même pas, enfin qui sont pas renseignés sur la ligne de la galerie. Et alors j'ai du mal à être méchante, mais du coup, j'essaye de leur conseiller, de se renseigner un minimum et de comprendre. Il y a des gens à côté de la plaque qui font semblant de pas comprendre. Donc, quand on explique un peu la ligne, ils font, ah oui, mais moi aussi, mais je dessine. Ah, et puis parfois, je fais de la bande. Non, mais donc il y a des gens qui essayent quand même, qui s'accrochent. Et ouais, il y a pas mal de gens comme ça. Comment on fait si on se dit moi-même, je pense mon travail, il va très très bien chez Mycelium. Il faut pas venir te le dire en fait. Il faut attendre. Si on peut venir me le dire, moi je suis curieuse aussi en fait. Alors parfois ça me joue des tours parce que je me retrouve avec quelqu'un qui me montre des trucs que j'aime pas du tout et j'arrive pas à lui dire et je passe 1 heure au lieu de faire des trucs à essayer de l'orienter, de l'aiguiller, etc. Mais j'aime bien quand même regarder ce qui se fait. J'aime bien aussi. On parlait tout à l'heure des enjeux, de la formation. Il y a de plus en plus d'écoles d'art, etc. C'est intéressant, de pas laisser ces gens qui sortent d'écoles d'art complètement paumés et de les orienter. Donc j'essaye de prendre le temps de regarder. Alors par contre, je veux pas 10 fois plus de sollicitations, mais et puis parfois j'ai vu des belles choses qui étaient pas pour moi. C'est difficile d'expliquer pourquoi je le sens pas pour moi, mais on voit des belles choses et puis parfois juste de devoir expliquer sa ligne éditoriale, de devoir ça permet d'adapter son langage en fonction de la personne. Ça permet aussi peut-être de remettre les idées au clair. Mais globalement, tu as présenté combien de personnes qui sont venues te voir avec le portfolio sous la main? Aucune. Ouais.
Voilà. Question que j'aime bien poser. L'équipe avec qui tu travailles, alors peut-être ça se présente pas parce que j'ai vu que tu es dans une machine qui est un peu épaisse. Je veux dire, les questions du type est-ce que tu fais toi-même l'accrochage, ces trucs-là se posent pas vraiment, se posent. Si, ouais, c'est toi qui fais l'accrochage, enfin c'est vous qui faites l'accrochage. Ouais, je travaille avec Salomé, mon assistante, et ouais, on est toutes les deux à faire l'accrochage. Et la scénographie, c'est moi. C'est toi. T'aimes bien? J'adore ça. C'est moi. Alors c'est un dialogue avec les artistes, les créateurs. Mais j'aime bien. C'est un moment la scénographie. Enfin quand je mets tout par terre, j'aime bien être toute seule. Et il faut surtout pas qu'on vienne me parler. C'est des moments qui peuvent être très longs. Hein. Ouais. Je peux bloquer sur un petit détail et tout remettre en question. Mais c'est des moments que j'aime bien. Enfin, ça peut être douloureux, long, rébarbatif, parce qu'on passe son temps à se lever, se ramasser, redéposer des cadres. Mais c'est un moment que j'aime bien, quand à la fin on trouve la solution. C'est quoi le meilleur moment de l'expo? C'est quand l'artiste est content. Parce que tout ce moment en scénographie, évidemment, je dialogue avec l'artiste, j'essaye de voir ce qu'il ou elle aime, ce qu'il déteste dans les accrochages, tout ça, mais j'aime bien avoir ma liberté. J'aime pas quand un artiste dit « Ah, mais je peux venir pour l'accrochage ». Et d'ailleurs, ça se fait pas, enfin, je l'ai pas eu parce que je pense qu'on le sait dès qu'on échange ensemble, on le sait, il y a une confiance, etc. Donc j'ai pas d'artiste qui me dit je veux absolument être là pour l'accrochage ou je veux que ce soit comme ça. Mais du coup le moment qui est chouette, ouais, c'est quand l'artiste arrive, découvre son expo et du coup découvre la lecture une nouvelle lecture que je propose et qu'il est content. Et c'est toujours le moment très stressant. Ouais. Est-ce que l'artiste va être content? Ouais. En tout cas, c'est à eux et à elles que tu cherches à plaire dans un premier lieu. C'est-à-dire que la première brique de réussite avant la rencontre publique, etc., c'est déjà t'assurer que ta famille d'artistes, elle se retrouve dans l'editing, enfin dans la curation que tu fais de. Ouais, tout à fait. C'est de pas trahir et de mettre le mieux en lumière. Leur travail que j'aime puisque voilà, j'ai choisi de l'exposer. Alors attention, petite annonce SNCF. La BPI vous propose d'assister à 17h à une visite gratuite de l'exposition Corto Maltese. C'est passé la formation email frauduleux. J'ai failli ne pas venir pour... Ça avait l'air intéressant pour reconnaître. Est-ce que ce prince du Mali m'offre vraiment 7 000 €? Du coup, je sais plus où on était. Tu sais où on était? On était sur la scénographie, l'accrochage, l'équipe. Moi, j'avais une question qui poursuivait dans le même ordre d'esprit sur ton application ou pas dans le choix des équipes pour tout ce qui va être comme catalogue d'expo ou pas, etc. Tout ce qui est autour des murs au moment T. Parce que j'imagine que, et c'est ça aussi la question qui vient derrière, c'est que l'expo que toi t'imagines là dans les murs du Berthier Brain, elle a vocation à se déplacer des fois ou pas, ou elle s'arrête quand on décroche au finissage? Rien n'est figé. Moi, si on me propose de prêter des œuvres, c'est des choses qu'on fait, qu'Huberty Brain fait beaucoup d'ailleurs. Ils ont prêté pas mal d'œuvres pour l'expo de la BD à tous les étages, ici même. Mais donc non, rien n'est figé et on prête régulièrement des œuvres pour des festivals, des salons, des centres d'art. Est-ce que tu habites Paris? Oui. Est-ce que tu penses que c'est important pour Mycelium, enfin pour la partie Mycelium du Berthier Brain d'être à Paris? Ouais. Oui. Elle pourrait pas être ailleurs que rue Chapon?
Elle pourrait être ailleurs. Hein. Enfin, Huberty Braine a une super belle galerie place du Châtelain à Bruxelles. Ça pourrait être ailleurs. Après, je crois que je suis assez attachée à Paris et qu'il y a un bon dynamisme en tout cas rue Chapon. Et c'est chouette d'être aussi dans une rue avec des galeries qui proposent vraiment différentes choses. Je me demandais si c'était pas aussi un marqueur finalement, le fait que ce soit rue Chapon, aider aussi à finalement se détacher quand même un petit peu de la BD. Tout à l'heure, Pénélope Bagieux disait les tuniques bleues. Que le fait que ce soit rue Chapon coupait complètement les tuniques bleues de l'équation. Ouais, et en même temps, est-ce que je sais pas si ça marcherait une galerie tunique bleue et autres rue Chapon, mais peut-être qu'en tout cas, ouais, c'est cette volonté. Sans snobisme. Non, j'entends. Je le dis un peu avec snobisme. Complètement. Vous le. Non, pas du tout. C'est juste. Non, attendez. Non, c'est juste que je me dis, c'est une sélection particulière au sein d'une galerie qui présente de la bande dessinée, et en fait, le fait que ce soit rue Chapon, c'est pas innocent. Non, tout à fait. Et ça rajoute aussi au propos et à la ligne éditoriale. Oui, voilà. Cette volonté un peu de montrer une autre forme de bande dessinée, ouais. Effectivement. C'était pas facile. Les collectionneurs, du coup là c'est quelque chose qui est en train de se construire, ou en fait ils sont arrivés avec la galerie qui était déjà en place, ou est-ce que justement tu construis quelque chose de nouveau avec des nouveaux collectionneurs et un nouvel écosystème? Il y a un petit peu des deux. Effectivement, faire partie de l'équipe Huberty et Braine, c'est bénéficier d'un réseau qui est quand même là depuis longtemps, donc un réseau de collectionneurs, mais qui a des profils très variés, puisqu'effectivement, c'est à la fois de la BD franco-belge à des choses beaucoup plus ouvertes et axées art contemporain ou à cheval entre les deux. Donc du coup, il y a des nouveaux collectionneurs qui arrivent. Ça se construit en fait vraiment au fil des expositions. Il y a des publics différents et l'idée, c'est aussi d'aller toucher des collectionneurs et des publics différents avec une programmation d'événements assez variée. Et alors, comment elle se communique, cette programmation? Comment on va aller chercher justement ces nouveaux publics et ces nouveaux collectionneurs? Passerelle vers les réseaux sociaux, vers d'autres trucs. Comment ça se passe? Temps passé sur Instagram à essayer de trouver les bons mots clés. Je suis un peu nulle en Instagram, je me sens vieille. Mais en tout cas, beaucoup de choses faites sur Instagram. Il y a la communication interne à Huberty et Braine, donc par des newsletters, etc. Et puis, moi, je fais pour chaque expo, il y a des petits marque-pages que j'essaye d'aller mettre dans des librairies quand c'est lié à un livre. Je trouve ça important, en fait, d'être présent là où le livre est, pour aller chercher les gens comme ça. Et puis par la programmation vivante, en fait. Moi, j'avais cette volonté. Quand j'ai mis en place la programmation Mycélium chez Huberty Braine, de rendre les galeries vivantes et que ce soit pas des lieux où on se tait, où on chuchote. Donc j'essaye d'organiser beaucoup de rencontres, de performances, des concerts. Il y a eu du flash tattoo quand on travaillait justement sur la peau avec Cornelia Echorn et Louise Dunton. Ça fait venir aussi un autre public, et on voit aussi que quand il y a du monde dans la galerie, ça incite les gens à rentrer. Qu'une galerie vide, ça fait peur. Oui, c'est sûr. Oui. Comment est-ce que t'as une anecdote à nous raconter sur une exposition, un truc qui s'est mal passé ou qui s'est bien passé,
On préfère quand ça s'est mal passé. Des commentaires désagréables en vernissage. Peut-être est-ce que tu as envie de dire du mal de quelqu'un, nommément? Oh là là. Une catastrophe à l'accrochage. Catastrophe à l'accrochage. Non, je touche du doigt, il n'y en a pas. Mais Il n'y a pas de bois. Dommage. Bah, ça sera pour la prochaine. Non, pas de catastrophe. Un régisseur particulièrement nul, n'hésite pas. Non, c'est plutôt j'ai eu par le passé des remarques, souvent à des salons, genre les premiers jours quand c'est les visites VIP. Et souvent des petites remarques genre non mais vous c'est pas de l'art, vos artistes c'est des artisans, ils font des livres. Et ça c'est toujours les petites choses qui mais qui font aussi que je fais ce métier, que je continue à défendre ça et à me questionner. C'est se battre contre le gros mot qu'est la bande dessinée. Tu penses que c'est toujours présent ça? Alors, on dit ça juste après mon petit moment de pédant tout à l'heure. Bon, mais oui, j'allais dire de snobisme. T'es complètement pas du tout, mais pas du tout. En plus, je pense pas du tout comme ça. Mais est-ce que tu penses que c'est encore le cas, ça, qu'on se tient encore un peu le nez? Oui, et puis effectivement, enfin dans bande dessinée, il y a effectivement des choses. Je vais faire ma snob aussi, hein, mais il y a des choses moins classieuses. Des noms. Je ne dirais pas de nom. Mais alors, en tout cas, c'est moins le cas que quand j'ai commencé ce métier. Enfin, donc il y a 13-14 ans où quand je devais écrire des dossiers, il y avait des mots interdits, quoi. C'était bande dessinée, illustration, paf, j'utilisais des périphrases, des machins, pour utiliser roman graphique, qui est un terme que j'aime pas du tout. Et maintenant, moi, j'assume, je dis bande dessinée. Donc voilà, ça a évolué. Après, il y a quand même, il y a toujours des clichés, et je le vois aussi, hein, il y a des gens qui rentrent dans la galerie et qui imaginent pas que c'est de la bande dessinée. Mais du coup, c'est intéressant. Mais moi, quand j'étais aux Beaux-Arts en 2007, 2008, c'était un gros mot encore. Hein. Enfin, c'était vraiment... moi, je me souviens d'avoir eu des profs qui disaient non, c'est pas de l'art, c'est de la BD. Avec, bon... après, c'est un gros mot. Et en anecdote, une autre, voilà, qui rejoint ça. Hein, c'est juste un dîner, on me demande mon métier, la directrice de galerie. Ah, waouh, trop bien. Et après, tu exposes quoi à la bande dessinée? Et là, genre, j'ai le déclassement. Ouais, voilà, directement. Ouais, mais c'est vous qui avez exposé Naruto derrière. C'est toi qui. Snobisme. Est-ce qu'on a oublié un aspect des trucs? Parce que là, c'est la dernière question. Non, si ce n'est qu'est-ce que tu pourrais bien donner comme piste ou conseil à des jeunes gens qui seraient intéressés pour travailler dans cet écosystème-là, en fait, travailler dans l'écosystème des galeries, du marché de l'art, du commissariat, de l'exposition, de la médiation. Parce que toi, tu y es arrivé, donc on se rappelle un peu pas par accident, mais enfin, t'as pas fait des études designées pour ça directement? Donc, non, enfin en deuxième partie, mais finalement, je vois qu'il y a un peu un lien. Il y a cette volonté de transmettre, et quand on est galeriste, on est l'intermédiaire entre le public et l'artiste, donc il y a quand même cette volonté de donner à voir quelque chose ou de donner à lire des choses différemment. Donc quel conseil ça serait de garder la curiosité et puis d'apporter peut-être une lecture qui est la sienne, en essayant d'être le plus cohérent. Je trouve que c'est important quand on embarque des artistes avec soi, c'est de leur proposer un équipage dans lequel ils se sentent bien, en fait. Oui. Avec lequel. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les informations du projet Mycelium grâce au Instagram d'Amélie @AméliePayan_Mycelium.
Suivez également les actualités de la galerie sur leur compte Instagram @hubertiebrain. Merci beaucoup au Centre Pompidou qui nous a accueillis et nous a soutenus durant toute cette saison de Sans Titre. Un grand merci à Cyril et son équipe à la régie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram @santtitre.cast, mais également sur YouTube, Spotify et TikTok. Un grand merci à Olivier Schloberg pour le générique. À bientôt, bisous.